Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sans Titre enregistré au Centre Pompidou. Pour cette nouvelle émission, nous avons eu le plaisir de recevoir l'autrice dessinatrice de bande dessinée Claire Bouillac. Bonne écoute. Claire, tu es auteure dessinatrice de bande dessinée. Autrice, pardon. Oui, j'ai toujours eu un doute entre auteur et autrice. Je sais pas quelle est la formulation consacrée aujourd'hui. Auteur, c'est un néologisme canadien et autrice, c'est le terme qui a été abandonné volontairement au temps de Richelieu. Ouais. Voilà. Ok. Qui revient donc autrice. Ouais, tout à fait. Alors. Bon, bah, je continue. Pardon. À chaque phrase, je fais ça. Peut-être tu peux reprendre depuis le début, du coup, pour... Non, mais c'est bon, on a compris que Claire était dans la BD. Tout à fait. C'est le personnage de Francis, blaireau farceur, créé avec Jack Reinheill pour les éditions Cornelius, qui te fera connaître et qui donnera lieu à 8 albums entre 1994 et 2013. Tu seras la première dessinatrice à intégrer l'équipe du magazine Fluide Glacial, pour lequel tu créeras, entre autres, une série avec le personnage de l'espionne Melody Bondage. En 2007, tu rejoins l'équipe de Spirou avec le personnage de Maud Mutante, une petite fille qui se transforme à volonté. En parallèle, tu entames une collaboration avec l'autrice dessinatrice Catel Müller. Vous réaliserez ensemble plusieurs livres, albums et biographies illustrées tels que Rose Valland, Capitaine Beaux-Arts en 2009, Adieu Kharkov avec l'actrice Mylène Demongeot en 2015, ainsi qu'une adaptation de La Princesse de Clèves en 2019. Plus récemment, c'est une adaptation en roman graphique de Indiana de George Sand, paru en septembre 2023 aux éditions d'Argo, qui fait son actualité. C'est tout bon. Dans un premier temps, est-ce qu'on peut revenir sur ta formation, sur tes études, et est-ce que elles sont pertinentes dans ton parcours? Est-ce que ça a une importance oui, elles sont dans l'image en tout cas. Ouais. Moi, j'ai toujours voulu faire du dessin. Fin 20e siècle, on m'a dit au collège que ça n'existait pas, qu'on pouvait pas faire de dessin ni travailler dans le dessin, mais que comme j'étais une femme, je ferais bien d'être institutrice. Donc ça, c'était chouette parce que avec des enfants, tout ça, bon bref. Heureusement, j'ai su qu'il y avait une école d'art quand même, et j'ai fait Estienne. J'ai fait le bac à Estienne. Après, je suis restée à Estienne, et puis régulièrement, je découvrais des choses. Je me disais, mais c'est merveilleux le graphisme de l'édition, c'est ma nouvelle vie. Et puis en fait, non, l'animation, c'est trop bien, c'est ma nouvelle vie. Et puis à chaque fois, c'était ça. Donc j'ai bossé un peu dans l'anime aussi. J'ai fait des formations au Gobelin. Ouais. Et puis voilà. Après, j'ai travaillé toujours dans l'image. T'es sorti de l'école en quelle année? 91. 91. Ouais. Et comment ça s'est J'avais passé? 3 ans. Comment ça s'est passé en sortant de l'école, du coup? C'est quoi les premiers pas, les premiers pas de ton parcours? Alors, les premiers pas, moi, j'ai toujours eu envie de faire de la bande dessinée, mais je crois que je me sentais pas vraiment le droit de le faire, je sais pas. Je sais qu'à Estienne, il y avait d'autres élèves qui sont partis directement faire de la bande dessinée, parfois même directement après le bac. Moi, je me sentais pas vraiment légitime. Bon, voilà, je pense qu'il y a quand même, enfin après je vais passer pour une virago, donc, mais je crois quand même qu'il y a un truc avec la façon dont était vue la bande dessinée en général et la façon dont étaient vus les auteurs en général, hommes ou femmes. Il n'y avait pas beaucoup de femmes dans la bande dessinée. Donc bon, je suis partie faire du stylisme d'abord. Après j'ai fait tout un tas de boulots d'illustration. J'ai fait du dessin animé quelques années après avoir fait ma formation au Gobelin, qui avait rien à voir avec ce que j'ai fait ensuite dans le dessin animé, mais qui m'a permis de faire croire que c'était possible. Et puis à chaque fois en parallèle, j'avais rencontré Jacques Reinheill à Estienne, et on faisait lui faisait un petit fanzine qui s'appelait la Sbroj Review, qui était extrêmement de petites tirages. Je te remercie, parce que je crois que je ne trouve pas mes mots aujourd'hui. Un tout petit tirage, et c'est là qu'est né Francis le blaireau.
Dans cette Watch Review, on travaillait aussi d'autres personnes comme Jean-Louis Capron, qui est aujourd'hui à la tête des éditions Cornelius. Ce qui fait que quand il a commencé les éditions Cornelius, il nous a proposé tout de suite de faire Francis dedans. Et c'était super. Je faisais de la bande dessinée en parallèle, quoi. Et j'ai continué assez longtemps à faire de la bande dessinée en parallèle jusqu'à 2004 à peu près. Mais tu veux dire que c'était, quand tu dis c'était mal perçu, c'était perçu comment? La BD. La BD, la BD dans les écoles d'art telles qu'Estienne, qui était l'école du livre, mais du livre assez les vrais livres, quoi, tu vois. Ouais. Ça commençait un petit peu à bouger, et puis je pense que maintenant c'est plus du tout le cas, mais bon, c'est la bande dessinée avait encore, je pense que dans une certaine mesure elle l'a encore, hein. D'ailleurs cette image de petit Mickey pas vraiment terrible. Il y a encore des gens, enfin moi j'ai fait une intervention la semaine dernière dans une école et on me disait que c'était pas des vrais livres, il y avait une prof qui disait que c'était pas vraiment des vrais livres, ce serait bien de lire des vrais livres. Bon, voilà, il y a encore des choses comme ça, et puis dans les écoles d'art il y avait la bande dessinée, c'est un petit peu... quand on connaît pas bien quelque chose, peut-être on en a peur, je sais pas. D'accord. Mais parce que tu me disais, j'ai fait de la BD longtemps en parallèle, c'est-à-dire en parallèle au moment où tu travaillais dans le dessin animé, dans le stylisme, etc., c'est ça? Oui. Okay. Oui. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises. Et puis et en fait, tu as toujours poursuivi toi ton écriture, ta création de BD en parallèle jusqu'à ce que en fait Francis, jusqu'à ce que je sois virée pour faute grave, oui. Non, en fait, je travaillais avec Jacques sur Francis, donc ça on faisait des albums et puis c'était un peu ma danseuse, quoi. Oui. Et puis après quand on a commencé à Fluide Glacial, puisque c'est aussi avec Jacques Reynal, Melody Bondage, moi je travaillais à mi-temps, enfin à temps partiel, et puis je bossais sur la BD en parallèle après. D'accord. Donc quand tu intègres l'équipe de Fluide Glacial, t'es encore, c'est pas un temps plein, quoi. Tu t'en vis pas encore à 100%. Voilà. Okay. D'ailleurs, j'en ai pas vécu tout de suite du tout à temps plein. Même en travaillant à temps plein, j'en ai pas vécu tout de suite du tout. Hein. Ah ouais. Non. Il a fallu quoi pour justement que t'en vives, vraiment? Alors après, il faudra qu'on définisse ce que signifie en vivre. Mais j'entends. Mais alors après, là, vous me demandez des trucs de souvenirs précis et je suis très mauvaise à ça. Ce que je veux dire peut-être, enfin ce que je me demande, c'est est-ce que c'est par exemple, j'en sais rien, quand tu sors un troisième album, que tu te rends compte que t'es peut-être un peu plus suivi, que t'es régulier chez Fluide, que c'est quoi, enfin quels sont les éléments qui feront que en fait, tu te rends compte que pour les 3 mois qui viennent t'es assez solide pour pas forcément aller chercher du fric ailleurs, quoi. Alors moi j'ai eu vraiment une carrière un peu spéciale à plein de niveaux parce que familialement aussi j'ai fait des bébés, des trucs comme ça, donc voilà, c'est une grave erreur. Ouais. Mais non, mes fils, vous m'entendez? Non, ils vont me regarder. Non, c'est pas une erreur. Je regrette rien. Quand j'ai rencontré Catel Müller, j'ai commencé à avoir ça a été vraiment un duo qui m'a porté vraiment. Donc il y a des choses qui se sont enchaînées, ce qui n'était pas forcément le cas. Jacques travaillait de son côté, lui il avait déjà des albums, il dessine et il écrit de son côté, donc il travaillait de son côté. Moi j'avais pas vraiment de projet à moi. Avec Catel, on a commencé à travailler sur Top Linot, qui était une série qui était régulièrement dans Les Petites Sorcières, donc il y avait une régularité. Moi je pouvais travailler régulièrement là-dessus. Après elle monte sans arrêt des projets. Catel, elle carbure tout le temps, c'est un bulldozer qui est tout le temps en train de réfléchir à des projets, et donc à chaque fois elle avait des projets, on les montait et c'était bien, quoi. Ça m'a permis vraiment elle m'a montré plein de trucs, quoi. C'était vraiment un défrichage qui a été fait. Je c'est merveilleux, ça marche. Voilà. Et puis après, on a fait
On a fait Rose Valland, en effet, où là j'étais plutôt au scénario. Et puis quand on a travaillé avec Mylène de Mongeau, bah là ça a été aussi une chance parce que Dupuis nous ont fait confiance. Parce que moi je pouvais montrer que du Francis. Or j'ai complètement changé de style graphique quand je passe sur les albums avec Catel. Ça n'a rien à voir graphiquement avec Francis. Et en plus Francis c'est des histoires courtes. Enfin ça avait strictement rien à voir. Donc entre Adieu Kharkov et le moment où on l'a fini et le moment où on a commencé parce qu'on avait très envie de continuer à travailler ensemble toutes les deux, où on a proposé d'autres projets, il y a eu un petit moment de flottement où personne savait trop ce que j'étais capable de faire quand je venais en disant oui, bien sûr, je vais faire 150 pages en style semi-réaliste, pas de problème, regardez, je sais faire Francis le blaireau. Donc c'était un peu un moment de flottement et puis après et puis je pense que Catel étant déjà un petit peu installé, etc., c'est sûr que ça m'a mis puis à l'étrier dans une certaine mesure, bien sûr. Et puis voilà quoi. Et puis il y a des duos. Je crois qu'il y a vraiment des rencontres comme ça qui permettent de trouver un petit peu ce qu'on a envie de faire aussi. Parce que ça veut pas dire que j'ai pas envie de faire Francis. J'ai envie de faire Francis, mais j'ai aussi envie de faire autre chose. Et à un moment donné, faut le comprendre quoi. Faut le comprendre soi-même quoi. Et c'est à ce moment-là, je pense vraiment la rencontre avec Catel a été une charnière pour moi. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais de tes enfants. T'as 2 enfants. Oui. Alors, t'as peut-être pas envie d'en parler, c'est une proposition, mais c'est vrai que souvent le sujet des carrières artistiques et de la parentalité et la maternité, enfin tout ça, c'est parfois un sujet que les artistes femmes ont envie d'aborder. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus, justement, ou au contraire, c'est pas... J'ai 2 fils très beaux. Ok, très bien. Ils sont renversants. Non, je pense, oui, alors ça, j'en parlais justement il y a pas très longtemps avec une autre autrice et on se disait, mais il y avait pas beaucoup d'autrices qui avaient des enfants. Catel et moi, on se disait, on a 2 enfants, elle a 2 filles. Moi, j'ai 2 garçons. C'est bien, on continue là, on fait les trucs à 2 pour la planète. Mais elle me disait, moi, j'ai fait ma carrière après. Et moi aussi, en fait, j'ai fait ma carrière après. Bon, pour plein d'autres raisons aussi. Mais il y a un truc où il y a plein aussi d'autrices qui n'avaient pas d'enfants. Et encore maintenant, qui n'en ont pas forcément. C'est vraiment une question que je me pose sans avoir vraiment la réponse. Mais je pense que c'est en effet difficile. Et que, je me souviens de trucs comme ah bah oui mais machin il a des enfants, il arrive très bien, bon mais moi j'étais sidérée, mais comment il fait parce que couche machin etc. Et puis comment il fait, bon parfois il part un mois tout seul, ok d'accord et puis voilà, bon il y a des choses comme ça qui sont je sais pas, c'est tacite quoi, le mec il peut partir un mois ou il peut avoir une femme qui a un vrai travail ou des trucs comme ça. Et je sais pas, il y a beaucoup d'auteurs de BD qui sont avec soit des éditrices, soit des attachées de presse, soit des institutrices, voilà. Mais ils ont raison, hein, moi si je pouvais. Oui, non. Choisir de quelqu'un. Moi, si je pouvais, je me serais mis avec quelqu'un de très riche. Voilà, c'est ça. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux, beaucoup plus simple. Oui, tout à fait. Je sais pas où on en est dans le questionnaire. Du coup, non, parce que on est parti un peu partout. C'est de ma faute. Et Est-ce que tu peux nous raconter comment apparaît un sujet de travail pour toi ? Justement, peut-être quand tu as commencé à l'évoquer avec cette collaboration, mais comment vous décidez de vous appuyer, c'est quoi le déclencheur ? L'envie, elle vient d'où ? Elle vient de qui ? Mais avec Catel, c'est beaucoup de discussions, puis c'est comme un puzzle, je trouve, ce qui s'est passé, parce que quand on a terminé Adieu Kharkov, on voulait donc continuer à travailler ensemble, et puis José Louis, qui était notre éditeur, José Louis Boquet, nous a dit, nous on travaillait chez Catel et tout, finissait notre machin, et il nous dit non, il faut faire La Princesse de Clèves. On était super, merci José Louis. Voilà, bon, très bien, parfait. Et puis on avait lu toutes les 2 le bouquin, on a réfléchi, voilà. Et la fille de Catel à ce moment-là, elle avait 17 ans, elle venait de le lire, elle avait pas aimé, on s'est dit c'est dommage, parce qu'en plus, quand elle passait, si on travaillait chez Catel, quand elle passait, elle nous disait, dans ma classe, il y a machin qui aime bidule, mais bidule préfère bidule, etc. Et on se disait, c'est marrant, parce qu'elle a le même âge, c'est la même histoire, elle s'est pas rendue compte, donc on s'est dit, finalement, c'était peut-être
pas si bête, le coup de la princesse de Clèves, merci José Louis. Et on a réfléchi, on l'a relu, voilà, c'est venu comme ça au départ. Et puis, mon Catel est très structuré dans ses réflexions et du coup, je pense que on arrive à bien le faire ensemble maintenant. On s'est dit, bon, voilà, la princesse de Clèves, à la fin de la princesse de Clèves, on a toujours envie de travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on commençait à réfléchir là-dessus. On se disait, quel est le rapport entre ce qu'on vient de faire, ce qu'on a déjà fait, et ce qu'on a envie de faire? Et puis, voilà, en fait, c'est ce genre de réflexion qui nous a amené à nous dire, le point commun, finalement, il y a une écrivaine, une héroïne. Est-ce que ça nous intéresse? Oui, parce qu'en fait, on a envie de travailler sur des histoires de femmes. Voilà. Enfin, tu vois, c'est le truc qui continue comme ça. Et moi, quand j'ai des projets par ailleurs, à chaque fois, c'est qu'est-ce que j'ai envie de raconter, qu'est-ce qui n'a pas forcément été fait, et puis surtout ce sur quoi j'ai envie de travailler un peu longtemps, quoi. Ça va être long. Après, pour Francis, avec Jacques. C'est un peu plus flou parce que c'est souvent lui il a des envies de thèmes et puis il part un peu, puis il faut qu'à un moment donné tout à coup il a un déclic, il se dit tiens c'est là, il faut qu'il ait le titre, et une fois qu'il a le titre il part, et puis après c'est un peu particulier notre façon de travailler sur Francis, parce que c'est pas vraiment 50-50 séparés, c'est vraiment il y a des, comme lui il dessine aussi, il y a des moments où ça se regroupe, donc il y a des moments où il me dit vas-y je veux faire un truc sur le travail, donc cite-moi des thèmes. Alors je dis la placardisation, le plafond de verre, machin, je lui donne tous les trucs, et puis après il fait ce qu'il veut, quoi. Aujourd'hui, par exemple, la princesse de Clèves, etc., c'est directement un travail qui naît dans une collaboration avec la maison d'édition, ou parce que là c'était le cas, si j'ai bien suivi. Alors, Adieu Kharkov, c'était chez Dupuis, la princesse de Clèves, c'est chez Dargaud. Ouais. Et puis après la princesse de Clèves, on est venu avec Indiana sous le coude. On est resté, enfin on est allé voir Pauline Mermet, qui était notre éditrice et à qui on en a parlé. Bon voilà, au fur et à mesure, ça va de plus en plus vite en fait, parce qu'en effet il y a une manière de collection en quelque sorte, d'héroïne écrivaine, et puis on voit à peu près à quoi ça va ressembler, parce que ça y est, on a notre format avec le prologue, l'épilogue sur l'écrivaine, on voit à peu près à quoi ça va ressembler, même graphiquement, enfin bon voilà. C'est-à-dire que vous arrivez à ficeler déjà le projet de manière assez claire pour après aller le proposer à une maison d'édition, et etc. Alors maintenant, on reste chez Dargaud pour ces albums-là, Catel et moi, parce que ça marche très bien. Ouais. Maintenant, on travaille avec le titre Palva, ça se passe très bien. Et en fait, avec ces projets-là, dans la mesure où c'est dans une forme de continuité, nous, on réfléchit là, pour l'instant, c'est surtout l'autrice qui vient en premier. Et puis ensuite, on réfléchit au livre qu'on a envie d'adapter. Là, on est en train de faire Colette, et ça a été une grosse discussion entre Catel et moi pour Colette. On n'était pas complètement d'accord au départ il a fallu qu'on cherche. Autant la princesse de Clèves, c'est la princesse de Clèves qui est venue avant Madame de Lafayette. Georges Sand d'Indiana, c'est venu très vite, et là Colette, voilà. Mais on a des envies toutes les deux. On sait ce qu'on veut dire un petit peu, et donc nous, on se met bien d'accord, on réfléchit bien à comment on va présenter les choses en fonction de ce qu'on veut dire, et puis après on déjeune avec notre éditrice, et puis on lui envoie un petit dossier, quoi. Mais ça va de plus en plus vite, parce que voilà, on sait où on va, quoi. Oui, puis le projet est suivi, finalement c'est. Oui. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler de tes influences, si t'en as, d'où ça vient, où est-ce que tu vas trouver de la nourriture un petit peu pour enrichir ton travail aujourd'hui? Aujourd'hui ou dès le départ, j'en sais rien, l'un et l'autre. Le départ, je pense que c'est Pif Gadget. Rahan.
Par exemple, Raon. Docteur Justice aussi, et aussi Horace Cheval de l'Ouest que j'aimais beaucoup. Et j'aimais pas du tout Corto Maltese. C'est-à-dire que maintenant j'aime bien, mais à l'époque j'ai Corto Maltese. C'est pas bien dessiné. C'était dans Pif Gadget, Corto Maltese. Je l'ai vu dans Pif Gadget. Dans mon souvenir, c'était dans Pif Gadget. Alors je sais absolument pas quand, je sais pas, mais d'autant plus que je le passais les pages, donc. Mais j'aimais bien Loup Noir et tout, j'adorais tous les trucs. Et puis tous les trucs, il y avait du Mordillo dans Pif Gadget, dans mon souvenir. Enfin, il y avait des trucs à la fois réalistes, à la fois du truc d'humour. Enfin, il y avait vraiment il y avait vraiment de quoi se nourrir graphiquement. Et puis après, j'habitais à côté de la bibliothèque municipale et ça, c'était super chouette aussi. Et là, j'ai découvert L'homme à la valise de Gossens. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est super bien décidé, il raconte n'importe quoi, c'est super chouette. Donc ça m'a beaucoup plu, je crois que j'ai rencontré le second degré vraiment là. Ouais. Je pense que ma famille avait fait un peu préparer le terrain, mais au second degré, mais en tout cas là voilà. Donc j'ai plusieurs influences. D'ailleurs, ça se voit graphiquement, quand on va vers Francis ou vers Indiana, on voit bien que j'en ai plusieurs. Et puis, parfois, je me pose la question, est-ce que mes influences graphiques, quand quelque chose me plaît, dans quelle mesure ça m'influence? Parce qu'il y a des choses qui me plaisent beaucoup, qui sont très loin de moi. Et Jacques Rénal, qui a une formation de directeur artistique, m'a beaucoup aidé au départ parce que quand je suis sortie du dessin animé, j'avais un peu du mal à trouver mon style de dessin parce que on est obligé de se prêter à tous les styles de dessin quand on fait du dessin animé. Et ce qui fait que j'étais très fouillée, lui disait non, tu comprends, tu dois choisir ça, tu dois choisir ce que tu veux, il faut que tu travailles ça. Et ça m'a aidé parce que j'étais un petit peu, pas forcément capable de tout faire, mais en tout cas, je pouvais me plier à beaucoup de trucs et j'avais pas forcément trouvé mon truc à moi. Et il y a des choses que j'aime bien et probablement ça m'influence, mais je sais pas où ça se situe, quoi. Quand je parle de Gossens, oui, son humour, il y a tout un tas de gens dans l'humour qui me plaisent beaucoup et néanmoins, moi, je fais pas beaucoup d'humour. Enfin, je suis pas très bonne en scénario d'humour. Je suis pas super drôle. Comme vous pouvez le constater. Mais en scénario, c'est pas ça, quoi. En fait, okay. Voilà. T'es représenté. En fait, le chemin qui a amené à ton invitation, c'est parce que t'es représenté par une galerie qu'on suit pas mal finalement ici, qui est la galerie Huberti-Brenn. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça se passe ta représentation en galerie et qu'est-ce que tu présentes? Enfin, déjà peut-être dans un premier temps, comment tu t'es retrouvé à être représenté en galerie? Peut-être dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu présentes, comment ça se passe ces expositions-là, ce qu'on t'en fait et voilà. Je pense que j'ai tout dit. Des expositions en galerie, j'en ai fait qu'une. Hein. Ok. Avec Francis. Alors, comment je commence? Il y a plein de questions. Ton galeriste. Mon galeriste, c'est Ronan Lancelot, que j'ai connu quand il était rédacteur en chef de Fluide Glacial, il y a bien des années, et avec qui j'ai conservé une grande relation d'amitié. Pas du tout intéressé, c'est pas du tout. Parce que en vrai, c'est un chic type. Et donc, il a dans ses tiroirs des planches à moi. En fait, comment ça se passe? Il vient chez l'auteur et puis il regarde ce qu'on a, ce qui peut être intéressant. Et puis voilà, après, c'est dans le catalogue.
Mais t'es représenté, c'est-à-dire que t'as signé un contrat avec la galerie. Non, c'est non, c'est pas okay. du tout exclusif. C'est pas du tout exclusif. Non, je sais pas cool. si c'est le cas pour d'autres, je sais pas comment ça se passe. Et puis pour ce qui est de l'exposition, ça c'était, on avait donc une date et puis il m'avait dit vas-y fais ce que t'as envie de faire parce qu'il va y avoir des ventes de planches. Mais les planches de Francis c'est des A4 avec je le fais sans crayonner directement au feutre. Donc c'est noir et blanc, ce qui fait que il m'a dit faut habiller un petit peu quoi, et j'étais assez d'accord. Et donc là pendant quelques mois je me suis amusée à faire des petites peintures, des mobiles, des machins, des tas de trucs. Voilà comment ça s'est passé. Et c'était cool. Ouais, c'était cool de faire ça. Ouais, c'était sympa. Ouais. Et il y a des trucs brodés, des trucs trucs super. Et les ventes, il y a comment ça se passe, comment t'es suivi, t'es collectionné, du coup il y a des gens qui ont acheté ton travail, c'est comment comment ça s'est passé? Je pense pas être suivi par des collectionneurs. En tout cas, moi, pour l'instant, je le vois pas du tout. Et puis, j'ai fait très peu d'expositions ventes jusqu'ici. J'ai fait des expositions autour de mon travail, dans des festivals ou autour d'interventions que je pouvais faire, mais pas d'exposition vente pratiquement. Je suis pas encore. Enfin voilà. C'est pas arrivé. Allez-y les gars, venez m'acheter. Mes planches sont superbes et très abordables et en plus bientôt Noël. Et il y a un compte, un code discount. Vous retrouvez tout sur ou YouTube, juste en dessous dans les commentaires. Sans titre Noël, c'est moins 20% chez Claire. Du coup, moi j'étais sur Paris. Ouais. Ah oui. Sur Paris. Oui. Sur Paris. T'as toujours été sur Paris ou pas, en banlieue. Est-ce que c'est important d'être sur Paris? Est-ce que le réseau, tout ça. Est-ce que tu entretiens ton réseau? Oui. J'ai les poussettes et tout, super bien. Alors, quand je suis arrivée à Paris en seconde, à 14 ans, j'habitais en banlieue, loin, et tous mes amis étaient à Paris, du coup, tout le monde était à Paris, et puis dès que j'allais voir une expo, c'était à Paris, et puis j'étais sur le RER, et puis c'était loin, et puis c'était pas bien, et puis en plus il se passait rien là-bas, et puis j'avais 14 ans et je voulais partir, et voilà, donc je voulais aller à Paris évidemment. Donc, dès que j'ai pu, je suis allée à Paris. J'aime beaucoup vivre à Paris. Là où j'ai eu le nez creux, c'est qu'en partant très tôt à Paris, je peux vivre à Paris aujourd'hui. Oui. Et puis quant au réseau, déjà à Catel, on habite à une demi-heure à pied l'une de l'autre, donc pour travailler c'était chouette. Et puis elle maintenant elle habite à Fécamp, donc en grande partie. Donc au début, oui, je pense que ça a beaucoup joué au début. Ouais. Je pense que maintenant il y a plein de choses qui ont changé ces dernières années. Je vais avoir l'air d'avoir 102 ans. Donc avant Internet, c'était pas comme ça. Mais avant, c'était aussi pas la même chose. On pouvait pas travailler de la même façon si on n'était pas voisins. Maintenant, ça a changé. Depuis le Covid aussi, je crois que les choses ont changé. Il y a plein de gens qui sont partis. Il y a des choses qui se passent ailleurs qu'à Paris. Moi, j'avais absolument pas cette impression-là quand j'avais 20 ans. Hein. Pour moi, c'était hors de question d'aller ailleurs. Paris ou rien. Pardon ? Paris ou rien. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, je pense qu'il se passe des tas de choses ailleurs. Maintenant, il se trouve que je suis à Paris, que j'ai un réseau amical, professionnel et familial ici. Donc la question se pose plus vraiment de la même façon pour moi. J'ai pas du tout envie d'en partir, j'aime bien. Mais je pense que c'est moins, je dirais pas vital, mais moins important que ça ne l'était quand je suis arrivée vraiment à Paris, où j'avais l'impression que c'était primordial, quoi. En fait, ce que j'aurais bien voulu faire, moi, c'est aller à l'étranger, mais pas dans un pays francophone. Je serais bien partie 2 ans en Angleterre. Ils ont mis le Brexit, c'est pas de chance, je vais rester. Je serais bien allée 2 ans en Italie, enfin faire des trucs mais même
Et puis en plus maintenant c'est possible, mais plus dans une mesure de je travaille à distance, c'est parce que je peux travailler n'importe où et j'ai envie d'avoir des expériences de vie ailleurs. Mais je me suis jamais dit je vais refaire ma vie à New York. Non, pas du tout. Ce serait vraiment je passerais bien 1 an ou 2 et puis après ce serait cool, je parlerais la langue. Ouais. C'est plutôt dans cette mesure-là. De résidence, quoi. Oui, voilà, c'est un peu ça. Ouais. Là où aujourd'hui, t'en vis à 100% de ta BD, là, contrairement. Non disons que je ne fais que ça. Ouais. Tu fais pas des ateliers, si. Je fais des interventions scolaires. Et puis je fais parfois des illustrations, parfois d'autres trucs. Bon, en grande partie de la bande dessinée. Et puis j'ai la chance d'enchaîner en plus. Donc j'ai toujours du boulot dans la BD. Là maintenant, depuis quelques années, ça tourne. Donc en fait, voilà. Mais je vis sur l'avance du livre sur lequel je suis. Hein. C'est pas. Je pense pas à m'évader fiscalement, ça m'a pas encore traversé l'esprit. Et quand tu dis tu fais des illustrations, tu bosses pour quel genre de client, c'est quel genre de projet quand tu dis tu fais de l'illu Oula, pourquoi je dis des trucs moi, parce qu'après ils me posent des questions précises, je sais plus. Désolé. Qu'est-ce que j'ai fait en dernier? Non, ça peut être dans la pub. Alors non, j'ai pas bossé dans la pub depuis très longtemps. À un moment donné, il y a de moins en moins de boulot comme ça qui viennent vers moi en tout cas. Moi je vais pas chercher du boulot ailleurs parce que j'ai déjà beaucoup de boulot dans la pub, mais quand il y en a un qui vient, je propose pas mal des interventions parce que je sais que ça c'est ponctuel et que même si c'est des ateliers qu'il faut que je prépare, c'est pas non plus ça reste quand même très très axé sur ce que je fais au quotidien. Donc je fais pas mal d'interventions, plutôt des trucs comme ça. Oui, j'aime bien. Je dis pas que j'en ferai sans arrêt. La conseillère d'orientation qui voulait que je sois un stit, elle sait pas à quel point des vies ont été sauvées parce que je l'ai pas fait. mais je pense que j'aurais pas pu faire ça à temps plein, mais ponctuellement, oui, j'aime bien. Et c'est assez récent, hein, parce que au début, j'avais pas du tout envie de passer le passage de tout ça, ça m'intéressait pas. Mais maintenant, ça m'intéresse parce que je sais pas, je trouve qu'il y a un truc de compréhension. Alors, aller tout le temps, beaucoup plus que ça en cours, voir toujours des jeunes en face, parce que toi tu vieillis, toi. Donc, ils sont tous, je comprends rien maintenant. Ça se ressemble à des discussions qu'on a souvent. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas faux ça. Ah oui, vous êtes proches? On est tous les deux. On est tous les deux. Oui, enfin prof, non. Non, mais de toute façon, on donne des ordres. On est en survie, nous. C'est pas là. Enfin, je veux dire ça. A priori, je veux dire, pour 20 €, je danse là. Attends. donc, mais je vois très bien. Vois, je vois très bien. Oui, c'est nécessaire. Pour moi, vraiment, je pourrais pas actuellement vivre sans ça. Hein, soyons clairs. Mais et c'est vrai que là, dans tous les profils d'artistes qu'on a depuis le début, en fait. C'est souvent d'ailleurs en BD que presque ça se passe le mieux, parce qu'on a eu Pénélope, on a eu Pénélope Bagieux, Victor Husneau. Eux, ils arrivaient à vivre de leur travail. Edmond Baudouin, évidemment, tout ça. Mais bon, déjà, c'est pas simple pour tout le monde déjà dans ces profils-là. Et puis sinon, vraiment la grande majorité des artistes, ils sont tous profs et ils sont très précaires. Intervenants. Oui, Intervenants, hyper précaires, ils font des ateliers, des machins, des workshops. Oui. Voilà, et on a même des gens exposés ici qui vivaient du RSA. Voilà, donc voilà. Tout ça pour dire que oui, on se comprend. Mais lié à ces métiers de la création. Oui. Je sais pas aussi. Enfin, c'est personnel, mais j'ai l'impression aussi que d'être à la rencontre des étudiants et des étudiantes, ça fait aussi que on est encore cette matière en éveil, quoi. Ouais, voilà, exactement. On est encore confronté à des boulots plutôt contemporains. On voit à peu près ce qui se passe, ce qu'ils lisent, ou ce qui les intéresse. Ouais, moi ce qui m'intéresse le plus là-dedans, je suis en train de réfléchir à haute voix en même temps, parce que je l'avais pas vraiment pris sous cet angle-là. J'avais plutôt tendance à me dire que moi ça m'apportait, si je voulais expliquer ce que je faisais, il fallait que je le comprenne bien déjà, et que ça me faisait me poser des questions qu'on se pose pas forcément quand on fait les choses
parfois un peu intuitivement, parfois un peu par habitude, etc. S'il faut les expliquer, faut les expliquer. Quant à être avec la jeunesse, j'ai des ados à la maison, hein, donc Oui, certes. Oui. d'ici quelques années, plus d'ici quelques années, je pourrais même plus aller faire des interventions. Ils seront là, ah non, ah là là, mais de quoi elle nous parle du papier et tout. Est-ce que, alors ça va peut-être pas s'appliquer à ce que tu fais, mais est-ce que tu fais des dossiers, des demandes de bourse, des demandes de subventions pour certains projets qui sont peut-être pas forcément suivis par des éditeurs ou des éditrices? Non, j'ai pas fait ça, parce que ces dernières années, j'ai beaucoup de travail finalement. Enfin, j'arrête pas, quoi. J'ai du travail à temps plein, donc. Je suis pas passée par là, non. Je suis pas passée par les bourses CNL ou par les bourses autres. J'ai pas fait ça. Et puis je me renseigne un peu dessus. J'entends passer des choses, mais je suis pas très très au point et j'ai pas fait. Et comment les prix? Les prix, les prix, oui. Les prix. Tu veux dire les tarifs ou les prix waouh, bravo? Les prix, les prix waouh, bravo. Les prix waouh, bravo, c'est important de les gagner. Ça change quelque chose, ça change que après je rentre chez moi, j'ai un truc, je suis là, les fils, tout ça. Non, moi j'ai pas vu de grands changements enfin ça fait pas, j'ai pas eu des prix. Je pense que si t'as le Grand Prix d'Angoulême, ça change quelque chose. Ouais. Moi j'ai eu des prix plus discrets, quoi, donc pas beaucoup déjà. Et puis on a eu le prix Charlie Schlingo pour Francis. Bon voilà, ça a pas. Moi j'étais alors après t'es super content, tu vois. T'es super content, t'as eu un prix, parfois t'as un prix le prix Charlie Schlingo par exemple, je le cite parce que je trouve que c'est un super prix, je suis super contente. Après quand on se voit en festival avec d'autres auteurs qui ont eu le prix Charlie Schlingo, on est là, toi aussi t'as eu le prix Charlie Schlingo, ouais. Bon voilà, moi je suis contente quand j'ai des prix, c'est cool. J'en ai pas eu beaucoup et ça a pas changé grand chose. Je pense qu'il y a il y en a certains, je pense, qui changent vraiment les choses, mais pas ceux que j'ai eu. Là encore, petit appel, lisez mes livres. Et comment ça se passe avec le milieu, comment ça collabore? Quand tu dis en festival, vous reconnaissez, machin. Ouais. Du coup, t'es beaucoup en représentation de toi-même sur les festivals. Tu les fais tous. Comment ça se passe? Non, je les fais pas tous. C'est épuisant, les festivals. C'est épuisant et puis il faut bosser, quoi, à un moment donné. Le truc, c'est que les festivals, maintenant, plus ça va, plus je privilégie ceux qui justement ont des interventions scolaires ou des choses comme ça en parallèle. Mm-hmm. Et puis quand même, les festivals, il y en a quelques-uns qui commencent à payer les interventions, enfin les signatures et tout, les dédicaces. Mais et puis la présence. Mais, oui. Et avant, vous étiez pas payé pour venir faire des dédicaces? Vous étiez payé sur les ventes de vos livres? On n'était pas payé du tout parce que c'est pas sur les ventes de livres qu'on va faire en dédicace que ça va changer les choses. Hein. Donc non, c'est du bénévolat, oui. C'est du bénévolat complet. Alors ça commence à changer, mais c'est encore le cas dans pas mal de festivals, hein. Bien sûr. T'es à la DAGP? Non, je suis à la SAIF. T'es à la SAIF? D'accord. Pardon. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est les organismes. C'est pareil, oui, c'est les deux. Oui, voilà, il y en a deux. Oui, tout à fait. Ok. Et je suis à la SAIF par hasard. Enfin, oui, voilà. C'est l'un ou l'autre, et puis voilà. Oui, tout à fait, je vois. Et ça change. C'est important pour un auteur ou une autrice de BD d'être représenté, d'être à la SAIF ou à la DAGP. Tu penses que ça change les choses? Ça t'aide vraiment? Déjà, il y a des retours, on déclare les choses qu'on a éditées et puis il se charge de redistribuer. Bon, voilà. Et puis oui, moi je pense que c'est important. Moi je suis aussi au syndicat, tu vois. Enfin, je pense que tout ce qui permet, déjà en plus on n'est pas très nombreux. Je suis aussi dans le collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme, etc. Enfin, dès lors qu'on peut se fédérer un peu, quand on n'est pas nombreux, et même si on l'était, de toute façon, je pense que tout ça c'est important. Ouais. Ça veut pas dire que je suis forcément très active pour plein de raisons.
tout, mais je pense que c'est important d'essayer en tout cas. Oui, tout à fait. Et d'avoir aussi cette trousse à outils Oui. juridique. Oui. Et je trouve ça super, les gens qui s'y collent. Je suis tellement admirative. Ah oui, c'est important aussi. Ouais. Le mot est mal choisi, professionnaliser, mais je veux dire pour aussi avoir des armes pour se défendre et pour avoir le les flic auquel on peut prétendre. Et puis les infos. Et défendre son boulot, sa diffusion, etc. Souvent, on n'a pas d'infos. On a quand même un travail où on est très seul, quoi. On est isolé. Alors après, en effet, en festival, on peut se rencontrer. Et puis moi, je travaille souvent en duo, donc. Et puis j'ai des auteurs amis avec qui je discute beaucoup, donc je me sens pas vraiment isolée moi-même, mais c'est vrai qu'on a quand même un boulot où on n'a pas forcément les infos, où on n'a pas où on est tout seul devant sa planche quand même de longues heures par jour. Moi, je travaille pas du tout en atelier. Et c'est important de se passer. Il faut qu'on parle, quoi. Il faut que les auteurs se parlent entre eux, oui, je crois. Et il y a des fois où ça se passe mal, ce métier-là. Il y a des fois où je parle pas forcément des collaborations avec des relations avec, avec les diffuseurs, avec les éditeurs, etc. Il y a des fois ça se passe mal. C'est quoi? Enfin, si ça se passe mal, c'est quoi qui se passe mal, peut-être? Quand ça se passe mal? Je suis en train de réfléchir. On veut du sang. On veut buzzer sur les réseaux. Là, c'est un appel. Là. Oui, alors c'est pas de chance parce que putain. Moi, je m'entends bien avec mes éditeurs, donc la tuile. J'en ai plusieurs, ils sont tous plutôt chouettes, donc avec qui j'ai bien pu me. Non, oublie tout. Et si tu devais donner des conseils comme ça à des jeunes qui commencent, qui ont 25 ans, qui ont envie de se lancer dans la BD, tu penses que c'est quoi qu'il faut faire? C'est quoi les 2 conseils qu'il faudrait? À 2. Allez, 3, 5, c'est toi qui vois. Bon, alors une douzaine de conseils. C'est quoi le point de départ? Déjà pour savoir ce qu'il faut faire en fait d'un point de vue technique, dessin, etc. Ils ont vraiment rien à apprendre de moi, quoi, en gros, hein, parce que je les vois, les gars qui sortent en général, c'est des tueurs et des tueuses. Hein, j'en vois plein, ils font et pas du tout des trucs. Enfin, comment dire? Moi, je fais une certaine bande dessinée franco-belge, assez traditionnelle, du dessin classique, pas inspiré de Disney, machin, etc. Il y a plein de choses qui se passent dans la bande dessinée, il y a plein d'auteurs et d'autrices qui débarquent, et puis à 20 ans, ils sont vachement plus au point que ce que je pouvais être, déjà parce qu'il y a des écoles maintenant de bande dessinée, parce qu'ils lisent d'autres trucs que moi. Donc ça, de ce point de vue-là, je pense pas que j'ai beaucoup de conseils à leur donner. Par contre, je pense qu'il faut être super opiniâtre et tenace, quoi. C'est un travail de pitbull, quoi. Faut jamais lâcher, en fait. Faut jamais lâcher parce que c'est super dur et puis qu'il y a plein de moments où moi là j'ai un peu tendance à souffler parce que ça fait déjà quelques années que j'ai du boulot et puis que ça continue, mais à chaque fin d'album on sait pas, on peut redevenir précaire très vite. Enfin, c'est vraiment faut avoir très très envie de le faire, quoi, je pense. Et en plus, il y a beaucoup plus de gens maintenant qu'il y a encore 30 ans, enfin, je parle même pas que quand j'étais petite et que je disais pif, déjà il y a pas de femmes. Donc, mais ou très peu, disons. Il y avait celles qu'on connaît tous, quoi. Enfin, Britt Téché, Chantal Mentelier, Jeanne Puchol, Annie Götzinger, voilà. On est, enfin, quelques autres, enfin, vraiment très très peu, quoi. Et moi, je pouvais pas me projeter justement dans les femmes. Maintenant, les petites minettes qui débarquent, elles peuvent déjà un peu plus. Ça, c'est très bien, mais il y a beaucoup plus de monde, quoi. Il y a beaucoup plus de monde. Le public a changé aussi. Le public est plus grand, non? Tu penses pas? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Peut-être que en tout cas, peut-être il y a peut-être plus différent, quoi. C'est moins toujours le même. On avait un peu tendance à dire la BD c'est pour les garçons de tel âge à tel âge. Bon, si c'est Tintin, on peut aller jusqu'à 77, mais sinon, faudrait arrêter quand on grandit, quoi, tout ça. Et maintenant, je pense que on peut aussi
Il y a d'autres bandes dessinées, c'est sûr que c'est plus le 48 pages couleur, et puis maintenant il y a des mangas, et puis maintenant il y a des tas de formats qui sont différents, et on raconte des tas de choses aussi différentes dans la BD, ce qui n'était pas forcément le cas avant, quoi. Tout le monde peut en lire, quoi. Même mère lit de la BD maintenant. C'est plus juste un faux livre avec des images. Ouais, c'est ça. Enfin, disons que ça commence à se savoir que ce n'est pas juste ça. Ouais. Dernière question, peut-être. Il est 18h, donc normalement, on doit s'arrêter là. Si on veut te suivre, est-ce qu'on va sur Instagram? Comment ça se passe? Bien sûr, Instagram et Facebook, parce que bon, voilà, bien sûr, on fait les deux en parallèle. Oui, Instagram et Facebook, c'est très bien. Et ton site? Non, mon site. Tu le tiens plus à jour. Non. Comme tout le monde. Comme tous les invités. Mais vous pouvez aller le voir. Hein, c'est comme un petit champ de ruines, c'est mignon. Ouais, je trouve bien ton site, il y a tout. Oui, il y a tout, mais c'est plus du tout à jour. Oui, non, mais il y a des trucs à voir, hein, on peut se promener. Il y a des choses à voir, il y a des choses à voir. Il y a des trucs à se promener. Bon, Claire, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à bientôt. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pourrez retrouver tous les travaux et informations de Claire sur son site clairebouillac.com ainsi que sur son Instagram @clairebouillac. Comme d'habitude, un grand merci au Centre Pompidou qui nous accueille et nous soutient dans ce projet. Merci à Cyril Lecomte et ses équipes à la vidéo et au son. Un grand merci à Paul Kermarek qui s'occupe du montage de tous nos épisodes. Merci également à Olivier Schloberg pour le générique et l'identité sonore de son titre. Vous pourrez retrouver toutes nos émissions et interviews passées sur YouTube et Spotify @sentitre.cast. Suivez-nous sur Instagram @sentitre.cast. Vous y retrouverez toutes les futures informations concernant nos prochaines émissions et invités. C'était Thibaut Brunet et Marceau Truffaut.